Bonjour, bonjour. Le temps que les participants arrivent, je vais vous faire une petite introduction. Bienvenue à toutes et à tous. Aujourd'hui, on va parler engineering, bonne pratique engineering, avec Gabriel, qu'on a le plaisir de recevoir aujourd'hui, qui est Head of Backend chez Conto depuis plus de 3 ans maintenant, qui est passé par tout plein d'étapes chez Conto. Il va nous en parler. Conto, on présente plus, mais quand même, on va présenter un peu. C'est une boîte créée en 2017, leader de la européen de la gestion financière. C'est ce qu'on appelle une néobanque aujourd'hui. Plus de 600 millions d'euros levés. Une structure qui a grossi très, très vite. Et Gabriel, tu vas pouvoir aussi nous en parler un peu plus en détail. Et on va parler en particulier de principe engineering, du Contoway, comment on fait pour mettre davantage d'accent sur la qualité pour pouvoir aller plus vite et comprendre comment chez Conto, ben, on peut shipper plus de 100 fois par jour sans que ce soit un sujet et que le code finalement n'est qu'un peu le résultat de toute cette conception préalable qui a été faite. Donc, on va rentrer dans ces processus. Gabriel, je vais te laisser la parole. Tu vas nous parler voilà, pendant à peu près 25 minutes. Et puis après, vous aurez toutes et tous la possibilité de poser vos questions dans le chat. Quand vous posez vos questions dans le chat, je vous invite à sélectionner poser à tous. Et puis moi, je récolterai un peu toutes les questions et puis on pourra les poser à Gabriel après la présentation. Donc c'est parti. Gabriel, je te donne la parole. À toi de jouer. All right. C'est bon sur le partage d'écran, tout va bien? On est Ok, good. bonjour tout le monde. Je suis Gabriel, comme Stan l'a bien présenté, et je vais vous parler aujourd'hui de comment on s'organise en produits et tech chez Conto et nos principes forts pour faire de la qualité le plus vite possible, parce que évidemment, je pense que c'est ce que toutes les entreprises essayent de faire, hein. Plus on arrive à délivrer vite de la valeur aux clients, plus notre business a des chances de réussir. Alors, rapidement sur mon parcours, j'ai travaillé dans une boîte de reconnaissance d'image il y a quelques années. Après, j'ai travaillé chez Le Bon Coin avec Stan notamment pendant 4 ans. Et j'ai rejoint Conto il y a 3 ans et demi. Voilà, ce que j'aime bien sur mon parcours chez Conto, c'est que je suis passé un peu par différents postes. Ce dont je vais vous parler là, je l'ai vécu sous plusieurs angles différents. Et donc, depuis 6 mois, 7 mois, je suis Head of Backend. Je vous raconterai un petit peu comment ça s'articule. Conto en quelques chiffres. Voilà, Stan en a déjà parlé. C'est une entreprise qui existe depuis 6 ans. On est le leader européen sur euh, solutions financières. Donc, à l'origine, c'était plutôt banque. Et puis, comme vous allez voir, on s'est un peu mis à faire d'autres choses depuis. On a plus de 350 000 clients. On opère dans 4 pays, en France, en Espagne, en Italie et en Allemagne. 1200 employés à peu près, dont 300 à la tech. Je pense que je n'inclus pas la data là-dedans. On va être plutôt à 400 avec la data. Donc ça commence à être une structure sympa et qui a besoin d'un peu de réflexion pour s'organiser bien. On a 3 langages au back-end. Alors historiquement, je vous la fais courte, mais on a construit Conto comme un monolithe en Ruby. Après, on a construit des services en Go et récemment, on a commencé à rajouter un peu de Python dans la code base. Donc voilà, Ruby, Go et Python, c'est la stack aujourd'hui. On n'opère pas vraiment en microservices. Je ne dirais pas qu'on a plusieurs centaines de microservices. On est voilà, plutôt notre ordre de grandeur, c'est qu'il faut que jamais qu'il y ait 2 équipes qui travaillent sur le même service. C'est un peu ça qui nous permet de sizer nos services. Voilà, une centaine de déploiements par jour, c'est l'ordre de grandeur, mais voilà, c'est-à-dire qu'on est dans un mode quand même où c'est plus tellement un sujet le nombre de déploiements par jour, c'est-à-dire qu'on voilà, c'est le déploiement continu, ça marche tout seul. On a une stack assez classique, AWS, Cube, Terraform, et puis derrière, voilà, classique aussi sur du monitoring, du Prometheus, du Grafana, etc. Donc voilà, Euh, rien que du classique. Comment ça marche au produit tech? Donc, on a des teams, des CFT, on appelle, qui couvrent différents aspects de ce qu'on veut proposer comme valeur à nos clients. Elles sont réparties en 3 groupes chez nous, en tout cas côté back-end. Le premier, c'est vraiment ce qu'on attend traditionnellement d'une banque, donc c'est le core banking, en gros, pour être
Il faut savoir faire des virements, faire des chèques, des paiements par carte, il faut avoir un ledger, etc. La deuxième partie, c'est l'onboarding au sens assez large, c'est-à-dire tout ce qui se passe entre la première visite d'un client sur le site et le moment donné où il a un compte prêt à utiliser. Et le troisième, on a appelé ça Augmented Banking en opposition à Core Banking, mais on peut appeler ça Finance Management aussi. C'est en gros toutes les fonctionnalités qu'on va faire qui ne sont pas exactement ce que, quand vous pensez à votre banque, ce n'est pas exactement les premiers trucs auxquels vous pensez, mais c'est ça qui va nous faire gagner sur le marché parce qu'en fait, on va devenir un acteur tout en un. Et donc là, voilà, notamment du bookkeeping, de la gestion des factures, etc. Donc là-dessus, on a dans chaque CFT les différentes stacks qui sont présentes. Une CFT, c'est l'ensemble de tout ça. Et en fait, voilà, ce que je vais vous montrer pour la suite, c'est que l'unité de production, la team, une équipe qui fait ses daily, etc., c'est une stack, une CFT. D'accord? Donc, l'objectif de tout ce qu'on va faire dans notre organisation, c'est de permettre à cette unité de production-là d'être le plus autonome possible, le plus vite possible dans un projet pour éviter d'avoir voilà, trop de monde dans la même pièce sur les projets. Donc, l'outillage qu'on a et les principes qu'on a, ils nous permettent d'arriver à ce résultat-là. Et donc, l'objectif après, c'est d'avoir des projets sur lesquels le plus possible d'unités de production comme celle-là peuvent bosser en parallèle sans que ça soit efficace pour le projet, quoi. Voilà. Et moi, je suis là. Donc, je suis voilà, donc, head of, je gère le back-end sur un tiers de nos CFT. Alors, donc, le thème de cette présentation, c'est construire mieux pour aller plus vite. Voilà, une autre approche en anglais, Build Quality Fast is your product and tech vision. Voilà, donc ce que je vais essayer de vous montrer, c'est que nous, ce qu'on a trouvé, c'est que très souvent, la manière, le truc qui fait que l'équipe, elle va réussir, c'est la capacité de faire bien du premier coup. Et sans jamais attendre, parce que c'est les causes principales d'une équipe qui est lente ou qui ne réussit pas à atteindre ses objectifs ou à sortir les features. Alors, on opère sur base de quelque chose qui est important chez nous, qui est The Conto Way, qui est notre manière, qui sont nos principes en fait, un peu fédérateurs. Et ce qui est intéressant chez Conto, c'est que ces principes sont partagés dans toute l'entreprise. Donc voilà, vous allez parler demain à quelqu'un côté growth, HR, etc. Tout le monde va opérer avec les mêmes principes, donc on parle le même langage. Voilà. C'est assez inspiré de ce qui s'est fait, comme dans beaucoup d'entreprises, c'est assez inspiré de ce qui s'est fait chez Toyota dans les années 70, et donc c'est adapté à notre métier, quoi. Alors, les principes. Donc, le premier principe, c'est la qualité. Ça ne sert à rien d'aller plus vite si on produit du déchet. Donc, le principe clé qu'on va mettre derrière, ça s'appelle right first time. En gros, on souhaite toujours, sur chaque pièce qu'on produit, et on produit toutes sortes de pièces, hein, je veux dire, les devs, les pièces qu'ils produisent, c'est du code. Les PM, ils produisent une spec. Les HR, ils produisent des entretiens. Enfin, voilà, tout le monde produit des trucs et on essaye de les faire right first time, c'est-à-dire de ne pas avoir de retour en arrière sur la qualité. Ça, c'est le truc principal pour s'en sortir à temps, quoi, pour tenir les délais, etc. Le second, c'est le pool system. Ça, c'est un principe important qui dit qu'en fait, tout stock représente un coût. On imagine bien sur une chaîne de production de voitures, etc., que en fait, quand on stocke des pièces sur une chaîne en attendant que la personne d'après puisse les prendre, ces pièces, elles vont s'user, elles vont coûter quelque chose déjà dans l'espace qu'elles occupent et elles vont s'user. Donc, il y a une chance que quand on les récupère, elles ne soient plus à jour. Bah, c'est exactement la même chose chez nous. C'est tout inventaire, tout backlog de features, etc. C'est des trucs qui, potentiellement, quand on les regardera, au moment donné où on est prêt à les prendre, on dira bah non, ce n'est plus à jour ce truc, il faut le changer parce que l'aspect n'est plus adapté à l'état actuel du produit, des choses comme ça. Donc, voilà, ça c'est un principe clé, on évite les stocks. On a deux principes derrière. Le premier, c'est le just in time. Donc, je donne la pièce à la personne d'après que quand elle m'a dit qu'elle était prête à en récupérer une. Et l'implémentation de ça, en réalité, c'est le one piece flow, c'est-à-dire qu'en gros, on travaille toujours sur une seule pièce. Dans mon Kanban, je n'ai pas de colonne stock et j'ai le droit de travailler que sur une seule pièce. En tant qu'équipe, on s'intéresse toujours à travailler en priorité sur la pièce qui est la plus près d'être finie. En tant que CFT, on s'attaque toujours à corriger le succès d'une feature qui est déjà en prod avant d'en démarrer une nouvelle, etc. Donc, c'est omniprésent, vous voyez. On ne s'éparpille pas dans l'effort, on travaille sur les trucs déjà existants, proche d'apporter de la valeur, si vous voulez. Et c'est comme ça qu'on a zéro stock.
Et donc, tout ça, je vais vous parler de delivery, de production, etc. Mais au fond, tout ça, c'est un système d'amélioration continue, d'apprentissage. Parce que le compte Away, ça repose sur le principe qu'en fait, on fera le meilleur produit que si on est les meilleurs. Et donc, en fait, à chaque fois, il s'agit d'apprendre des trucs, d'échouer, d'apprendre, de remonter en selle. Et l'équipe progresse. Voilà. Donc, c'est pas, ça nous sert évidemment pour la production, mais finalement, c'est un système d'apprentissage. Alors, donc chez Produit et Tech, je vous parle un peu plus précisément de comment ça s'articule. Donc d'abord, le premier point qui est important, c'est que pour faire de la qualité à temps, on pense que maîtriser un geste, par exemple, à quelle vitesse je sais faire un microservice ou à quelle vitesse je sais créer un nouveau endpoint, etc., c'est moins important que faire de la qualité et ne jamais attendre. On pense que les deux causes de perte d'efficacité principale, c'est on n'a pas fait de la bonne qualité et on a attendu. Okay, donc, il y a des expériences qui sont qui sont faisables voilà, chez soi, en entreprise ou je ne sais pas quoi, pour se rendre compte du truc, mais les ordres de grandeur n'ont rien à voir. Okay, sur une chaîne de prod ou dans une équipe, si on corrige les temps d'attente, c'est-à-dire on fait en sorte que tout le monde soit efficace tout le temps, et on corrige les déchets, c'est-à-dire qu'en gros, on fait bien du premier coup, et ben, ça sera significativement plus important en termes de gain de productivité que si vous arrivez à passer sur une tâche de build identifiée, genre tu as ça à faire, de lui faire gagner 30% d'efficacité sur cette tâche-là. Donc, c'est vraiment tout notre principe, c'est de s'attaquer à détecter et à corriger ces deux problèmes-là. Okay, donc, traquer les déchets et traquer les moments donnés où on s'attend. Donc, notre manière de fonctionner, donc right first time, ça va être un peu en opposition à certains principes agiles où on pense que le fait de devoir délivrer quelque chose en Scrum toutes les 2 semaines, bah, souvent, ça a le défaut qu'on ne va pas tout droit vers la valeur qui est délivrée au client, qu'on fait des détours pour pouvoir faire ses démos toutes les 2 semaines, et que la démo de 2 semaines, elle a tendance à dire bah, à chaque fin de sprint, on rush un peu pour avoir une démo prête et on pousse un gros backlog sur le sprint suivant. Donc, nous, à la place, ce qu'on dit, c'est on a quoi à faire pour toute la feature pour qu'elle délivre de la valeur d'un seul coup, et puis on va directement sur ce chemin qui est plus direct, plus droit, quoi. On estime tout. Alors, donc tout ça, ça passe par une capacité d'estimer. Donc, c'est toujours un peu le sujet complexe dans notre métier. Est-ce qu'on est capable d'estimer ou non? Intuitivement, quelque chose de très simple, on sait l'estimer. Quelque chose de très complexe, on sait l'estimer. Et nous, notre motto, c'est qu'on ne baisse pas les bras par rapport à ça. En gros, on se dit, bah, la première fois qu'on va essayer, on va probablement se tromper. Et puis, au fur et à mesure, on va être de meilleur en meilleur, estimer des tâches de plus en plus complexes. Et puis, finalement, on obtient de la très bonne précision. C'est là que je vous parle du système d'apprentissage, quoi. Finalement, on s'améliore. Les red beans, donc ça, c'est les déchets. Donc, un truc qui fait que ça marche, c'est qu'on log tous les problèmes qui nous sont arrivés sur la chaîne de production. Et alors, ça peut être tout, hein. Ça peut être chaque fois que vous commencez à bosser sur une feature et il faut retourner voir le PM pour poser une question sur la spec. Ça peut être évidemment un bug en prod ou un incident. Ça peut être un truc qui est détecté au moment donné de mes derniers tests. Je me rends compte qu'il y a quelque chose qui est cassé. Tout retour en arrière. Voilà, c'est un red bean, on le log. On a 2 étapes pour s'en sortir. Le premier, on appelle ça stop and fix. Donc, le red bean, déjà, on essaye d'être débloqué et d'avancer sur la feature. Et le truc est logué. Et puis, plus tard, un peu à tête reposée, on va faire de l'analyse de problèmes sur ces pièces. Et puis, on va voir si on a des patterns, si on a des choses qu'on doit apprendre, etc. pour que la fois d'après, on soit meilleur et que ça ne se reproduise pas. Okay, on n'est pas intéressé vraiment à avoir des teams qui produisent 0 red bean parce que ça veut dire que leur niveau d'ambition est probablement pas assez bon. Et donc, une team qui s'en sort toujours très bien, c'est probablement qu'elle peut tirer le truc un cran plus haut. On échoue, on apprend. Donc, ce que je vous disais, c'est que pour que ce système fonctionne, il faut qu'il soit semblable et que chacun ait la conviction que voilà, ça ne va pas leur être reproché. On n'est pas plus chanceux que les autres, donc on a des problèmes, on a des trucs qui sont imprévus, que dans tous les projets, on travaille avec des partenaires, on n'est pas maître de tout. Voilà. Donc, on n'essaye pas, comme je vous disais, de loguer 0 problème, on essaie juste d'apprendre systématiquement quand on en a. Alors, donc on a plusieurs phases dans la chaîne de production. Ça commence par la value analysis. C'est la première phase durant laquelle l'équipe product va construire un document qui s'appelle le concept paper. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Donc là, j'ai pris l'exemple d'une feature sur laquelle on vient de travailler qui s'appelle Customize Invoice Language. Donc en gros, l'idée, c'est on permet à nos clients de générer des factures. Et là, on voulait que, à la granularité de chaque facture, nos clients puissent décider la langue dans laquelle va être écrite la facture. OK, donc je vais passer vite sur le concept paper, cette phase. Ça permet, le PM
globalement, doit pointer quel est le problème qu'on essaie de résoudre, quel est le goal. Et le truc qui est important, c'est la success definition. En gros, ça, c'est un truc chiffré du style, il faut que on aimerait que cette feature, elle drive 60% d'upsell sur nos comptes dans tel pays, etc. C'est des trucs factuels, chiffrés, qui sont mesurables. Et quand je vous disais qu'on va travailler sur le succès d'une feature avant d'attaquer la suivante, c'est exactement basé sur le succès qui a été défini à l'avance. OK? Donc, à ce stade-là, les techs, ils vont rentrer dans la discussion. La phase d'après, elle est cruciale pour la suite. Elle s'appelle la value engineering. Et là, on va avoir tout le monde dans la pièce. L'objectif de cette phase, c'est que c'est le point de synchronisation où on a, si vous voulez, tous ensemble, toutes les unités de production qui vont être amenées à bosser sur la fonctionnalité. OK? Ils ont donc le produit, évidemment, la tech. En règle générale, disons qu'une value engineering sur un projet typiquement celui que je vous ai présenté, on aura dans une des CFT toutes les stacks, plus le product. Mais je veux dire, le système est extensible. Donc, c'est là, à cette occasion-là, qu'on peut aussi inviter le back-end de la CFT d'à côté parce qu'on a identifié une dépendance et des choses comme ça. OK? Donc, c'est le dernier moment de synchronisation. Donc, c'est le moment donné où, quand on termine ce moment-là, on doit être super au clair sur qu'est-ce qui devra être fait par chacune des unités de production et quand. OK? Donc, les deux livrables, ça va être le contrat d'API et le pool schedule. Je vais vous présenter ce que c'est. Mais en sortie de cette phase, on sait ce qu'on doit faire et quand. Et pour quand? Dans un mode pool system, c'est-à-dire en gros, si je veux que ma feature elle soit livrée à telle date, parce qu'on fonctionne en coût fixe et en scope variable, donc si je veux que ma feature elle soit livrée à telle date, qu'est-ce que je dois faire? Comment je dois m'organiser pour que ce soit possible? Est-ce que c'est possible avec le scope actuel, avec le staffing actuel, et comment on s'organise? Okay, c'est pas, on n'ajoute pas des estimates les unes après les autres pour voir où ça nous amène. On est dans la dimension inverse en pool. Alors, je vous montre un exemple. Donc, toujours sur ma customisation des langages de facturation. Donc là, on a des workshops en fait, qui vont être organisés pour aller craquer tous les points durs avec la tech, les points d'attention, les trucs qui sont identifier les trucs qui sont encore pas clairs. Et en gros, on va s'aligner déjà sur un design et sur une estimation du coût de la feature. Sur toutes les stacks, avec toutes les équipes impliquées. Voilà. Donc, vous voyez dans le tableau en tête, vous avez le target cost. Donc là, on est arrivé sur cette feature en disant on veut avoir quelque chose sous 2 semaines. Et c'est ça qui va être la contrainte de cette phase de value engineering. Okay, on va dire qu'est-ce qu'on peut avoir sous 2 semaines, quelle est la condition pour y arriver. Donc, ce qui est important dans cette phase, c'est de ressortir de ça avec les contrats d'API qui sont donc, comme vous pouvez voir, un échange entre les stacks. Ça part de web et mobile. Il y a une proposition côté back-end et c'est validé par toutes les stacks. Et ensuite, le deuxième livrable de cette phase, ça va être le pool schedule. Et là, ça va être la timeline du projet qui va permettre, durant tout le projet, de vérifier si jamais on va s'en sortir dans les délais. L'objectif, si vous voulez, c'est que traditionnellement, on se dit qu'un projet, au début, ça va être un niveau de pression qui va être assez faible. Et puis, plus on va se rapprocher de la fin, plus ça va exploser et on va se retrouver dans une galère pas possible la veille. L'objectif de la value engineering, du pool schedule, etc., c'est d'avoir tellement de visibilité sur ce qu'on va faire que à chaque jour et à chaque instant de la durée de vie du projet, on est très clair sur le fait qu'on va s'en sortir ou non. Si on sait au 2e jour du projet qu'il y a un truc majeur qui nous bloque, on va loguer un problème, on va discuter, on va regarder si ça tient et éventuellement on va adapter. Mais je veux dire, tous les participants sont toujours au courant de à quelle date on sort et est-ce qu'on est en train d'y arriver. Okay, donc, ça ressemble à ça. Alors, je suis désolé parce que j'ai choisi cet exemple de feature qui est pertinent parce que voilà, il y a du boulot sur toutes les stacks, etc. Mais bon, on est début janvier, donc c'est une feature qui a été lancée et continuée pendant les vacances de Noël. Donc, malheureusement, ce n'est pas notre exemple le plus glorieux de pool schedule, mais enfin, vous voyez, vous avez une timeline où, en gros, tout est présent. On a envie d'être le plus précis possible dans cette phase-là. Et donc, ça, c'est un outil qui va nous permettre
de toujours communiquer avec toutes les parties prenantes. Et donc, ce qu'on voit, c'est que si demain, on a un projet qui a besoin d'impliquer 12 équipes différentes, eh ben, ce n'est pas grave, en fait, parce que le modèle marche. Il faut que toutes ces équipes soient présentes durant la phase de value engineering et après, elles seront autonomes pendant les phases suivantes. Donc là, on a fini notre synchronisation et on arrive dans la phase de développement. On a une spécificité chez Conto, c'est qu'on commence par une conception technique qu'on appelle le dive-in. Donc, en fait, une fois qu'on sait ce qu'on doit faire et qu'on sait quand est-ce qu'on va le faire, on va affiner l'estimation et on va se mettre d'accord avec son équipe sur qu'est-ce qu'on cherche à faire, comment on va le faire. On commence donc, avant d'écrire la moindre ligne de code, par écrire un document de conception. Alors ça, pourquoi on l'a fait? Plein de raisons. Partage de connaissances, augmentation de la qualité, et puis, d'une manière un peu surprenante, ça permet aussi d'aller plus vite. Alors, intuitivement, on se dit que si on passe 2 semaines en effet tunnel à bosser sur une MR de 800 lignes et que le premier commentaire, quand la MR est ouverte, c'est un senior de l'équipe qui dit « j'aurais pas fait comme ça », on a un problème. Okay, donc là, c'est ce qu'on essaye de contrer avec ce document. Donc, en fait, là, on est déjà dans une phase complète autonomie, c'est-à-dire que maintenant qu'on a fini la value engineering, les teams, elles fonctionnent en stack et CFT. Donc, voilà, ça, c'est vraiment dans la vie d'une petite équipe. Par exemple, le back-end de chez Invoicing, là, ils sont autonomes sur ce qu'ils font. Et donc, voilà, ils vont produire ce document, le dive-in. Il y a une tentation d'avoir quelque chose de très templatisé pour un dive-in. Là, je vous ai montré exactement le dive-in qui a été publié par l'équipe à ce moment-là. Globalement, il faut donner du contexte à son équipe et il faut expliquer assez précisément ce qu'on compte faire. Ça va aller jusque la définition des schémas de base de données, ça peut aller jusqu'à du pseudocode, expliquer comment on va architecturer le code. Ça peut être voilà, plus ou moins précis. Du contexte, voilà. Les trucs qui sont importants pour moi, c'est la definition of done. Bon, qu'est-ce qu'on considère être un dev terminé? Donc voilà, ça va inclure typiquement quelle est notre stratégie de test, qu'est-ce qu'on monitore, qu'est-ce qu'on s'attend à avoir quoi comme alerte intéressante. Donc voilà, elle est un peu plus loin que simplement mon dev est fait. Et l'autre truc qui est important, c'est le slicing. Donc, quand on a construit le pull schedule à la fin de la phase précédente, on a déjà donné une estimation de ce qu'on pensait pouvoir faire dans les 2 semaines. Et là, on va l'affiner en fait à ce moment-là. Maintenant, on a toutes les cartes en main, on a fait l'analyse technique, on sait exactement ce qu'il va falloir faire et donc on affine le slicing. Alors, dans le meilleur des cas, eh ben, ça tient et on ne s'est pas trompé sur l'analyse de la phase précédente. Donc, bah, parfait, juste on affine. Et puis, il y a des cas où on s'est trompé. Et donc là, voilà, ça lance des discussions, on discute avec les autres équipes. Est-ce que ça vaut le coup d'avoir un peu plus qui est fait côté back-end, un peu moins côté front-end? Est-ce qu'il y a une partie du scope qui peut être changée, etc. C'est des discussions saines qui amènent, dans certains cas, à changer la timeline du projet et dans tous les cas, à loguer un défaut, un déchet, en disant, bah voilà, là, on s'est trompé. C'est-à-dire que l'estimation qu'on a faite en value engineering n'était pas bonne. Et donc, voilà, on va apprendre par la suite, etc. Donc ça, c'est les phases importantes sur le dive-in. En sortie de cette phase-là, moi, je crois à un modèle vraiment très décentralisé. Ce n'est pas des documents qui vont être validés par un staff ou par un lead ou quoi que ce soit. Donc ça, c'est moi, à l'époque où j'étais team lead, je demandais à toute l'équipe de revoir ce dive-in pour être sûr qu'on sait tous les changements qui sont en train d'être opérés dans notre code base. Mais voilà, il n'y a pas quelqu'un qui a la baguette magique, qui a le droit, le pouvoir spécial de valider ça. Et donc, en fin de ça, c'est tout. Enfin, voilà, après, ça devient du dev as usual. On a une phase de build normale. On n'a pas de phase de QA qui est, comment dire, institutionnalisée. C'est-à-dire qu'en gros, nous, on croit que la qualité doit être présente à la fin de chaque étape. Donc, on pense que si on met une phase un peu de QA qui servirait un peu de bouclier, ben ça baisserait la qualité de toutes les étapes préalables. Donc, on s'attend à ce que chaque stack livre une feature de qualité. Alors, évidemment, voilà, on a du staging, chaque stack va faire des tests, etc. Probablement qu'on aura une petite phase d'assemblage pendant laquelle les PM vont vérifier que tout est OK. Mais voilà, mais on institutionnalise pas de phase de QA parce qu'on pense que c'est important de responsabiliser
pour être sûr qu'on fait de la qualité à chaque étape. Et après, c'est fini, on release, bon, souvent en progressif, mais bon, c'est un détail. Donc, c'est à ça que ça ressemble. Et donc, ça marche assez bien. Bon, je ne vous ai pas livré de métriques, mais voilà, on a mesuré que ça permettait, les phases de diving notamment permettent au projet d'aller plus vite. Les phases de value engineering permettent à des projets complexes qui incluent plusieurs équipes de se dérouler sans accroc et en évitant des phases de synchronisation impossibles. Et donc, au total, on a beaucoup d'autonomie des équipes et on a des projets qui marchent, quoi. Et la qualité est là. Voilà, donc j'ai rajouté une petite slide. Si vous voulez essayer à la maison, quels sont les principes qui me semblent importants? Bon, tout loguer, les déchets. Peut-être que ça ne sera pas utile le premier jour, mais vous allez commencer à avoir des patterns apparaître, vous allez commencer à avoir des ressemblances entre différents types de problèmes. On pense que les équipes, elles arrivent avec, en loguant tous les problèmes, elles arrivent à réorienter leurs efforts d'apprentissage, de training, etc. C'est en loguant tout, parce que sinon, évidemment, le cerveau humain tend à accorder une importance bien plus importante aux événements qui se sont produits en dernier. Et donc, en fait, c'est important de tout noter. La culture sans blâme. Ça ne marche, tout ça ne marche que si on sait qu'à la fin, c'est l'équipe qui va progresser, voilà, qu'on n'a pas une démarche d'aller en vouloir, d'aller pointer du doigt, d'aller en vouloir individuellement aux ingénieurs. On a parfaitement conscience que tout le monde est très bon chez nous et voilà, il fait de son mieux pour que ça se passe bien. Donc, ça n'est jamais ça le sujet. Voilà. Et c'est important que ça soit présent dans la culture parce que sinon, typiquement, si les déchets ne sont logués que par les leads, ben vous avez un vrai problème dans la culture. Donc, vous avez envie que ça soit bottom-up, que ça vienne de tout le monde. On s'assure de travailler sur une tâche à la fois. Ça, c'est assez facile à mettre en place. C'est aussi votre outil de Kanban, c'est Notion, c'est Jira, etc. C'est facile à voir. Mais globalement, vous le sentez bien quand vous commencez une journée. Si vous avez 10 tâches à faire, vous allez être bien moins efficace que si on vous les avait données une par une. Donc, c'est la même chose pour tout. Voilà. Aider l'individu à se focaliser, aider l'équipe à se focaliser. Qu'est-ce qui est important pour mon équipe d'atteindre dans les prochains jours, dans les prochaines semaines, etc. Donc, ça, on s'assure de travailler sur une tâche à la fois. Vous avez une traduction vraiment au niveau individuel, mais ça doit aussi être le mindset général. On prend du temps pour régler les problèmes. Si on log tout et qu'on n'en fait jamais rien, bah, vous allez probablement décourager tout le monde. Donc, voilà, nous, ce qu'on fait, c'est qu'à la fin de chaque feature ou de chaque pièce, bah, on a le temps d'aller regarder ce qu'on peut améliorer, repasser du temps à consolider, à faire de l'apprentissage, etc. Si vous n'êtes pas prêt à allouer ce temps-là, bah, voilà, le reste de l'exercice va sembler très futile et un peu, un peu bureaucratique. Et c'est absolument ce qu'il faut éviter. J'en profite pour dire que une présentation purement orientée quels sont les outils, etc., ça fait forcément très bureaucratique. Donc, en fait, c'est pour ça que j'ai essayé aujourd'hui de commencer par le raisonnement qui nous amène à faire ça. Et je pense que dans n'importe quel système de prod, culture d'entreprise, etc., il faut commencer par le raisonnement aussi parce que sinon, voilà, c'est juste, on pense qu'il s'agit juste d'apprendre des outils et on passe à côté. Une traduction de ça, c'est que sur la phase de dive-in notamment, eh ben, il y a un vrai risque qu'on se mette à faire des checklists pas possible il faut que je vérifie ci, il faut que je vérifie ça, il faut que je vérifie ça, alors qu'on passe à côté de pourquoi exactement on fait ce document. Et donc, ça rend beaucoup plus clair quelles sont les infos qu'on doit mettre dedans. Voilà, c'est tout pour la présentation. J'espère que je suis à temps. On a beaucoup plus d'articles sur le blog qui expliquent bien plus en détail ce que je viens de vous raconter en quelques slides. Et puis, voilà, n'hésitez pas à nous rejoindre. C'est une entreprise, bah, voilà, je vous ai dit, ça fait longtemps que j'y suis. Moi, je suis ravi d'y être. Et c'est une entreprise très ambitieuse. Donc, voilà, on recrute. Super, merci beaucoup Gabriel. Just in time, j'ai envie de dire. C'est nickel, on va passer aux questions. Il y en a pas mal qui ont été posées, mais juste avant, on va vous poser une petite question sur un stylo pour essayer de se faire une idée du quotidien, on va dire, de chacun. On va essayer de faire une question très synthétique. Voilà, Lucie est en train de partager l'écran. Vous pouvez flasher le code si vous voulez répondre. Est-ce que vous pensez faire suffisamment de conception en amont du code avant de rentrer dans
le delivery pur de la feature. Voilà, plusieurs options, plusieurs contextes. Là, on a vu que passer du temps de conception en amont, c'était quelque chose qui permettait de maximiser la qualité et l'efficacité. Et voilà, ça commence à répondre. C'est non, clairement pas. Une majorité pour l'instant, ça monte, ça s'équilibre. On verra un peu où tout ça nous mène. J'en profite pour vous parler juste avant les questions-réponses et vous rappeler, pour ceux qui ne le savent pas, The Product Crew, on fait effectivement du recrutement sur tous les métiers tech, design, produit, DevOps, data. Si vous êtes intéressé pour faire du recrutement ou si à l'inverse, vous faites partie de ces populations et que vous cherchez votre prochaine aventure, voilà, vous pouvez complètement nous rejoindre. Pauline va publier des liens. On essaie aussi de faire un peu plus que ça en faisant régulièrement des masterclass, en publiant des contenus. Donc, on fait ça régulièrement toutes les semaines. Si vous nous suivez sur LinkedIn, normalement, vous aurez accès à tout ça et on pourra vous accompagner dans vos recherches de nouvelles aventures. Euh, du coup, si on regarde le sondage, 44 répondants, on en fait, mais pas assez. C'est ça qui domine et clairement pas. Donc, a priori, ça veut dire que, Gabriel, tu as pu donner pas mal de conseils qui vont être utilisés, on l'espère. Au niveau des questions, je vais essayer de reprendre dans l'ordre. Au début, il y en avait qui n'étaient pas forcément visibles pour tout le monde, donc je vais essayer de faire une petite synthèse. On avait des questions sur notamment autour des estimations. Dans les estimations que vous faites, comment vous y prenez concrètement? Est-ce que le produit participe? Est-ce que le produit est conscient des estimations que vous faites côté tech? Et comment vous les réévaluez par la suite quand vous vous rendez compte que c'était pas tout à fait exact? Euh, Les estimations, c'est toujours un aller-retour entre le produit et la tech, parce que quand on va faire une estimation, on va vérifier si c'est dans le target cost, si c'est dans le coût qu'on est prêt à mettre sur cette feature-là. Parfois, ça va être non, parfois, on va préférer partir sur une autre fonctionnalité. Euh, Comment on les fait? Je ne sais pas si on a une manière vraiment identique, tout le monde, de faire les estimations. Chaque équipe détermine sa propre manière de faire, elles sont autonomes Voilà. justement sur ça. Il n'y a pas forcément En de fait, template voilà. partagé à toute leur regard. En fait, en entrant dans la value engineering, on va définir quelles sont, par une approche un peu domaine, on va déterminer quelle est la tâche à faire par chaque équipe. Et puis derrière ça, les équipes, elles vont regarder. Enfin voilà, je ne sais pas exactement quelle va être la. On n'a pas de méthodo centralisé pour faire une estimation, mais voilà, je pense que on sait dans chaque équipe un peu le coût de telle ou telle pièce à construire, qui dépend évidemment de est-ce que il y a un partenaire, est-ce que je suis dans le monolithe, ou est-ce que le truc que je dois faire c'est un service à part. Enfin, il y a plein de choses. Euh, et on va faire converger toutes ces estimations-là en utilisant le pool schedule qui va être affiné au fur et à mesure de la value engineering, si vous voulez. Et on va voir en fait si avec les estimations de toutes les équipes, ça colle. Est-ce que on est bon sur le projet? Et puis sinon, on va aller aider l'équipe en question pour voir comment on peut affiner, qu'est-ce qu'on peut faire différemment pour permettre que ça tienne. Je ne sais pas si ça répond à la question. Je pense que ça répond à la question, oui. Ensuite, peut-être sur le découpage de ces différentes phases, j'imagine que ça doit dépendre des tailles de projet, mais quel est le temps accordé, alors peut-être en proportion si ça change selon les projets, mais le temps accordé en value engineering, je pense que la Ouais. grande question qu'on se pose, c'est à ce moment-là, vu qu'on n'est pas en train de faire du code, pendant combien de temps on réfléchit à la conception? Et je vais peut-être étendre un tout petit peu la question en disant, le moment où vous vous rendez compte peut-être que ça prend du temps parce qu'on n'arrive pas à se mettre d'accord, comment vous arrivez à craquer ce truc-là? Ok. Ouais, donc avant de répondre à ça, je veux juste faire un petit aparté. Donc, c'est un système d'apprentissage, on log des déchets, etc. Truc. Et une des choses qui s'améliore avec le temps, c'est le système lui-même. Okay, parce que c'est pas arrivé d'un seul coup. Je ne peux pas vous dire qu'on a trouvé le mode de fonctionnement idéal qui marche partout. Il y a des challenges. La boîte a énormément grossi, etc. Donc, voilà, ça fait partie des choses sur lesquelles on itère et on apprend.
Historiquement, on avait deux types de pièces. On appelle les features et les improvements. Et on disait qu'on souhaitait que le target cost sur les features, ce soit 6 semaines, avec une value engineering qui dure 1 semaine, et que sur les improvements, ce soit un target cost de 2 semaines, avec une value engineering qui dure 2 ou 3 jours. Donc, on sait que c'est une phase à haute intensité, la value engineering. Maintenant, on est un peu moins rigide sur ces deux types de pièces. On a plus du target cost qui va être adapté à la situation sur les features. Et on a un effort continu pour réduire le temps que nous prend une value engineering, être capable de faire de la qualité rapidement sur la phase de value engineering. Quant au dive-in, il faut toujours avoir en tête qu'on écrit un dive-in pour nous faire gagner du temps. Donc, quand on a un target cost de 2 semaines, il faut que ça soit une phase rapide et qui, derrière, va rendre la phase de build presque ennuyeuse. Donc, ça va dépendre des moments, mais en général, on va y passer, disons, 30% du temps qu'on n'a pas prévu de passer au total sur la phase de développement. Ok, hyper clair. Et du coup, comment vous faites justement pour aligner toutes les équipes, toutes les parties prenantes et notamment, j'imagine aussi les personnes qui sont arrivées il n'y a pas longtemps chez Conto sur l'ensemble de ces principes, vous les répétez régulièrement, il y a peut-être c'est dans l'onboarding, comment ça fonctionne justement pour transmettre un peu tous ces principes? Ouais, alors on a un gros onboarding sur 2 semaines qui est assez complet et qui plaît pas mal chez Conto, qui est assez orienté onboarding d'entreprise la première semaine et onboarding d'équipe la seconde. Donc ça, c'est un aspect. On fait du pair quasiment partout. Enfin, du pair, on ne formalise pas la manière dont les pairs doivent travailler, si vous voulez, mais sur n'importe lequel des pièces que je vous ai décrites là, il y a 2 personnes qui travaillent. C'est vraiment extrêmement rare qu'il y ait une personne qui travaille toute seule. Donc, il y a du partage de connaissances qui se fait à ce moment-là. Et une autre manière que j'aurais de répondre, c'est qu'on pratique beaucoup le coaching individuel à Conto. La relation principalement, je n'ai pas beaucoup insisté sur ces aspects de training, mais la relation principalement qui se met en place entre un manager et un employé, ça va être ce qu'on va appeler le Gemba, mais c'est vraiment les s'asseoir à côté. Alors là, c'est encore une métaphore qu'on a de la chaîne de production qui est vraiment d'aller regarder les gestes, d'aller regarder si ça se passe bien, s'il y a des mauvaises conceptions dans la manière de faire, etc., pour faire du coaching individuel. Donc, c'est la troisième manière qu'on a, qui est assez coûteuse en temps parce qu'on a l'impression que ça ne passe pas à l'échelle. C'est-à-dire qu'il faut aller s'asseoir un peu en dehors, faire une pause dans le temps pour s'asseoir 1h30 à côté de quelqu'un et discuter, voilà, comment ça se passe, montre-moi comment tu fais, est-ce que je peux t'aider, te réorienter, etc. Mais qui se révèle être la plus efficace. Ok, top, Et toujours très pareil, clair. en revenant toujours au pourquoi, en revenant à la raison pour laquelle on fait ce geste, qu'est-ce qu'on essaye de faire. Parce que toutes les formations qui sont sur on fait de la value analysis, puis on fait cette phase, puis on fait si le format attendu c'est ça, ça se révèle très peu efficace et puis voilà, ça dérive, quoi. Yes, très clair. Tu parlais aussi, quand tu parlais des différentes phases, les devs sont même impliqués dès le début, dès la conception. Dans quelle mesure ils participent? Est-ce qu'ils sont là en observateur ou là pour commencer à envoyer des warnings ou est-ce qu'ils sont vraiment impliqués dans la conception fonctionnelle? On a parfois, oui, on a de manière opportuniste, on a des discussions entre dev et product manager pendant la phase de value analysis. On en a notamment avant cette phase-là quand on doit choisir un partenaire extérieur parce qu'on participe au RFP. Enfin, donc on a besoin d'avoir un peu plus de pièces. Et après, c'est quand même vraiment surtout dans la phase de value engineering qu'on va itérer avec le produit sur voilà, qu'est-ce qu'on veut faire, comment on peut le faire, le coût, etc. Et qu'on va parvenir ensemble à une solution qui fonctionne. Il y a un aspect que je n'ai pas mentionné, c'est les specs. Parce que donc, la spec, elle n'est pas écrite à la fin de la value engineering. Donc là, la théorie, si vous voulez, c'est qu'on devrait attendre en fin de value engineering que la spec soit prête pour commencer. Il s'avère que quand même très souvent, quand on regarde le pull schedule, on arrive à trouver des trucs où on sait indéniablement, indépendamment de la spec, qu'on doit commencer à les faire. Donc, on arrive très, très souvent à s'occuper pendant ce temps-là,
C'est un bon point. C'est un point qui est d'ailleurs qu'on n'a pas craqué, à vrai dire. On a encore ce petit truc, là, ce petit caillou dans la chaussure qui nous embête. Mais voilà, en regardant feature par feature, on arrive quand même souvent à trouver le quick win qui fait que, voilà, typiquement, on doit créer un nouveau service en prod. Il y a des trucs à faire, quoi. On ne peut pas y couper. Et puis, ça ne dépend pas tellement de l'aspect. Donc, souvent, on y arrive. Mais voilà, dans la théorie, il faudrait qu'on attende d'avoir l'aspect voilà, ficelé pour continuer. Ça marche. Il y avait une question aussi autour de peut-être la phase plus après le dive-in, quand les devs ont commencé et que il faut faire cet assemblage. Donc, il n'y a pas de phase à proprement parler de QA, mais il y a une phase d'assemblage quand même où on va tester que tous les branchements fonctionnent bien. Est-ce qu'il n'y a pas un besoin que les bacs soient un tout petit peu en avance ou qu'il y ait une coordination pour que après les fronts puissent tester ou comment peut-être si vous pouvez donner un peu plus de détails sur cette phase d'assemblage, comment elle se passe? Ouais. On va vraiment essayer de tous finir en même temps. Parce qu'en fait, quand on finit pas en même temps, je veux dire, on essaye de finir en même temps en livrant de la qualité. Ok, parce que, en fait, si on finit pas en même temps, on se retrouve à créer du stock. Et c'est du stock qui est pas bon. On se rend bien compte que là, l'équipe, elle va être bloquée. Si j'ai livré un truc en staging et que je ne peux pas passer à la pièce suivante parce que je peux me faire rappeler par l'équipe front qui va tester le truc. Donc, euh, je me rends compte que je suis en train de vous décrire une situation idéale, optimale, mais ce qu'on essaye de faire, c'est je livre un truc à temps et je livre le même jour que les autres stacks et on est d'accord et on peut release dans la foulée. Très souvent, en plus, on peut dérisquer les releases parce qu'on peut ouvrir d'abord aux organisations amis, etc., Friends and Families. Mais voilà, dans l'idée, ce qu'on essaye de faire, c'est ça. Alors, ce qui se retrouve à être fait en pratique de temps en temps, c'est que le bac est prêt un petit peu avant. Euh, Fondamentalement, le front n'a pas besoin du bac parce qu'ils ont eu le contrat d'API, ils ont pu le moquer depuis le début. Enfin, il n'y a pas le problème. Il arrive que le bac soit prêt un petit peu avant, il arrive que le front soit prêt un petit peu avant. C'est des cas sur lesquels, pareil, on se pose des questions, on réagit, on se dit bah, comment on fait la prochaine fois pour être meilleur à ça. Mais voilà, on n'a pas institutionnalisé le fait qu'il fallait que le bac soit prêt en avance parce que voilà, on pense que on ne souhaite pas accepter quelque chose qu'on considère comme anormal. Ok, effectivement, c'est ça que les contrats d'API en amont vont servir. Vous allez vraiment dans le détail, vous décrivez tout le endpoint, le format de la réponse, la signature, vous allez vraiment dans le détail, quoi. Ouais. Normalement, un front, il peut s'attendre à ce que ce soit vraiment ISO quasi avec la version live quand c'est fait par le back-end. Ouais, alors oui, oui. Et il peut arriver des fois où, pareil, on s'est trompé. On peut se tromper sur l'estimation et on peut se tromper sur les endpoints. Soit le front peut nous dire, bah, en fait, finalement, c'est pas exactement ça dont j'ai besoin. Soit le back peut dire, ça, je peux pas le faire. En fait, je peux pas le sortir de cette manière. Voilà. Donc ça va arriver. Et pareil, ça, on va considérer ça comme un déchet. Bon, bah voilà, on s'est trompé. C'est pas, il y a pas, on va pas s'enfermer plus loin on va pas creuser et s'enfoncer dans notre erreur, quoi. Voilà, il est encore temps, on réagit, on corrige le truc, on adapte, on voit si ça provoque un changement. Je veux dire, le contrat d'API qu'on a validé en fin de value engineering, on ne signe pas en lettre de sang que c'est celui-là qui va partir en prod. Si c'est pas le bon, c'est pas le bon, quoi. On va voilà, toujours s'autoriser à changer des trucs en cours de route. Mais le jour où on le fait, bah, force est de reconnaître qu'on s'est trompé pendant la phase d'estimation. Donc, on a quelque chose à apprendre, quoi. Ça va être un peu toujours ça, le motto, quoi. Ça marche, hyper clair. Et du coup, tous ces apprentissages, vous vous rendez compte qu'il y a eu un souci ou qu'on a mal estimé ou qu'on s'est trompé dans un endpoint. Le moment de l'apprentissage, le moment où on se dit, pas le moment où on résout le problème, le moment où on se dit pourquoi on s'est trompé et comment on fera mieux la prochaine fois. Ça, c'est logué et synthétisé à quel endroit et comment on peut 3 mois plus tard, j'en sais rien, peut-être y revenir et se rappeler, tiens, on avait eu un cas similaire, pourquoi on s'était trompé à Ouais. l'époque. Ouais, alors c'est vrai que c'était compliqué de traiter tous les sujets d'un coup, mais on log, ouais, ouais, on log d'une manière centralisée, quoi. On utilise une DB commune avec tous les red beans, donc tous les défauts côté product, côté tech, côté voilà, dans toutes les stacks. On log tout sur une même DB. C'est bien sûr filtrable par contexte, par stack, par ce qu'on veut, par projet. Et derrière, c'est utilisable. Voilà, ce qu'on va faire derrière, c'est qu'une fois voilà, une fois la feature finie, on va choisir, en gros, l'équipe va choisir, on a plusieurs types de red beans qui sont accumulés ces derniers temps, on va plutôt aller focaliser sur ce genre-là parce que c'est là où on a le plus de gains, c'est là où on a le plus de problèmes récurrents, c'est là, voilà. Donc,
Voilà, on est sur Notion, donc on utilise des databases ouvertes à tous, hein, par défaut. Vu qu'on a une culture qui blâme pas, finalement, la question de qui a accès ou voilà, quelle est la disponibilité de ça sont même pas posées, parce qu'en fait, voilà, il n'y a aucun problème. Et Ok, probablement, quand on va faire du problem solving derrière, des post-mortem sur ces red beans-là, très probablement que les équipes d'à côté, elles ont eu le problème ou elles risquent de l'avoir, elles sont intéressées. Donc, c'est-à-dire qu'avoir beaucoup de transparence là-dessus, ça permet d'avoir des actions qui sont beaucoup plus ambitieuses, quoi. Et ça, c'est la clé, en fait, parce que si on veut, enfin, qu'une équipe apprenne de ses erreurs, c'est quelque chose, mais qu'une équipe fasse apprendre à toute la tech sur une erreur qu'elle a eue, ça, c'est quand même le truc qui fait qu'une entreprise, qu'un département tech, il grandit, il progresse, quoi. ouais, bien sûr. Et alors, justement, peut-être on va terminer avec une dernière question. Il y en avait encore d'autres, mais bon, on n'aura pas le temps de tout prendre. Mais justement, sur des projets qui sont peut-être un peu plus transverses, où il commence à y avoir beaucoup d'équipes et beaucoup de personnes dans la salle au moment du value engineering, est-ce que vous avez des manières particulières de redécouper justement les responsabilités voilà, est-ce qu'il y a un process qui est un petit peu différent quand on est sur des sujets qui sont un peu plus costauds, un peu plus transverses? Le, la manière de faire va être la même, les livrables vont être les mêmes. On va souhaiter de toute façon s'en tirer avec une vision d'ensemble de toutes les parties prenantes dans le même document, dans la même DB qui nous servira de timeline, quoi. Et on va chercher de toute façon à avoir tous les contrats d'API. Maintenant, voilà, peut-être que dans le quotidien de comment est organisé la value engineering, ça va un peu changer. On va être un peu moins tous ensemble. Et puis peut-être qu'on va se dire, OK, ce pan-là, c'est identifié, que c'est l'équipe machin qui doit s'en charger. Et ce pan-là, c'est l'équipe machin. Ils peuvent venir se reparler dans 3 jours parce qu'en attendant, ils ont des trucs à faire de leur côté. Je veux dire, il y a des détails d'implémentation, si vous voulez, qui vont permettre que cette phase-là de value engineering, elle marche. Mais l'objectif de tout l'OS que je vous ai montré avant, c'est qu'en fait, passer la phase de value engineering, il peut y avoir 3 équipes qui bossent en parallèle, il peut y en avoir 20. Le système est censé marcher aussi bien. Voilà. Donc, c'est du moins ce qu'on essaye de faire. Alors, évidemment que c'est idéaliste. Enfin, il y a des trucs qui ne vont pas. Et c'est là où je vous dis que le système, il apprend, quoi. Enfin, on est beaucoup plus d'équipes que ce qu'on était il y a 2 ans. Donc, on ne peut pas avoir designé from scratch un truc qui marche qui scale fois 10 équipes. Donc, voilà, on apprend, on s'améliore. Mais enfin, dans l'idée, c'est les mêmes principes qui régissent le truc. Ok, très clair. Écoutez, je pense qu'on va s'arrêter là. C'était hyper intéressant, Gabriel. Merci beaucoup. On a rentré un peu dans le détail de ce process-là. C'est vrai que c'est souvent des questions qu'on se pose dans les équipes techniques et que tu as cité quelques exemples qui peuvent arriver au quotidien qui sont assez courants. Donc, merci pour toute cette présentation, toutes ces réponses. Merci à toutes et à tous d'avoir participé, d'avoir été à l'écoute, d'avoir posé vos questions. C'était très chouette. Il y aura effectivement un replay qui va arriver rapidement sur la chaîne YouTube, probablement dès le début de la semaine prochaine. Et puis voilà, si ça vous intéresse ce type de conférence, sachez que ça va continuer avec The Product Crew sur la partie engineering et data. On va avoir Le Bon Coin la semaine prochaine qui va nous parler de machine learning, de search et d'Elasticsearch. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire. Et puis, voilà, je pense qu'on a fait le tour. Pauline, Lucie, Gabriel, on est bon? On peut aller déjeuner? Ouais. Super. Merci encore, Gabriel. Et à très bientôt, tout le monde. Salut.